En ce moment même, la planète traverse la plus grande crise énergétique des 50 dernières années. En raison de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la réduction de la production par les pays du Moyen-Orient, l'économie mondiale connaît la plus grave crise énergétique depuis les années 70, à peine une semaine après que Donald Trump a déclenché la guerre contre l'Iran. Mais soudain, les médias américains assurent que les États-Unis ne souffriront pas cette fois, car après l'embargo pétrolier imposé en 1973 par les pays arabes contre ceux qui soutenaient Israël pendant la guerre du Kippour, contrairement à la situation d'il y a 50 ans, les États-Unis sont aujourd'hui le plus grand producteur de pétrole. En revanche, de nombreux pays asiatiques en développement rapide n'ont tout simplement nulle part où trouver un substitut au pétrole du Moyen-Orient. Dans cet épisode, nous discuterons avec vous de la façon dont la guerre contre l'Iran a déjà affecté le marché de l'énergie et de ce à quoi il faut s'attendre ensuite. Spoiler, rien de bon. Je m'appelle Alexei Petchi, c'est mon projet personnel Théorie du complot, où, ensemble, nous démystifions la conspiration et essayons d'expliquer ces processus géopolitiques complexes avec des mots simples. Donc si vous aimez ce format, soutenez-le avec un like et votre commentaire sous cet épisode. Ainsi, les experts sont convaincus que si l'exportation du pétrole du Moyen-Orient ne reprend pas avant vendredi, la production quotidienne moyenne au Moyen-Orient pourrait chuter de plus de 4 millions de barils. C'est l'estimation de JP Morgan Chase. Si l'Iran parvient à bloquer le détroit d'Ormuz jusqu'à la fin mars, la production quotidienne moyenne diminuera encore de 9 millions de barils, ce qui représente près de 10% de la production mondiale. Autrement dit, le monde perdra 10% de tout le pétrole qu'il consomme chaque jour. Et vous savez, j'ai commencé à analyser ce qui se passe, et par habitude, j'ai décidé de me tourner vers l'histoire. N'y a-t-il pas déjà eu un précédent similaire dans l'histoire pour savoir comment réagir ? Parce qu'en règle générale, beaucoup d'événements se sont déjà produits dans l'histoire, et plus ou moins, tu comprends ce qui va se passer ensuite. Et j'étais choqué. Pendant toute l'histoire écrite du détroit d'Ormuz, il n'a jamais été fermé. Jamais. Oui, il y a eu des affrontements, des attaques, des problèmes, mais le détroit n'a jamais été complètement fermé. C'est le pire scénario que l'on puisse imaginer. Le premier à réduire sa production en raison du manque de capacité de stockage du pétrole a été l'Irak. Et aujourd'hui, il ne produit déjà plus les 2/3 de ses 4 millions de barils par jour habituels. Je répète, les 2/3 ne sont déjà plus extraits. Après l'Irak, ce fut le tour du Koweït, puis des Émirats arabes unis. Et lundi, l'Arabie saoudite a également commencé à réduire sa production de pétrole. Elle produit environ 10 millions de barils par jour, dont elle exporte. Vous comprenez donc l'impact que cela aura sur le marché. Les acteurs du marché pétrolier ont d'abord réagi avec retenue aux hostilités en Iran, en enregistrant une hausse. Les prix sont restés presque toute la semaine dernière dans la fourchette de 80 à 85 $ le baril sur la base de l'hypothèse que les États-Unis et Israël priveraient assez rapidement l'Iran de la possibilité de riposter, y compris contre les pays de la région. Mais ensuite, on a rapidement pris conscience que la fermeture du détroit d'Ormuz pourrait durer si longtemps qu'elle provoquerait une véritable crise mondiale. Après l'ouverture des échanges lundi, le prix du Brent et du WTI américain a bondi de presque 102, atteignant 120 $ le baril avant de redescendre ensuite vers 100 $. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est à 89 plus ou moins. Eh bien, ici, revenons encore une fois à l'histoire. C'est précisément le Moyen-Orient qui a été la source du plus grand choc pétrolier de l'histoire, mais les événements actuels ne sont en rien comparables à ceux qui ont eu lieu dans les années 70. Après l'imposition de l'embargo en 1973, les prix mondiaux ont quadruplé en 3 mois. Et lorsque, à la fin de cette décennie, en 1979, il y a eu l'événement en Iran, la révolution islamique, puis que l'Iran a commencé la guerre avec l'Irak, la production pétrolière iranienne s'est effondrée et les prix ont encore doublé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un effondrement à ce moment-là. Et c'est alors que le choc énergétique a provoqué une récession aux États-Unis et dans les pays européens,
contribuant à une forte accélération de l'inflation dans le monde occidental, qui était déjà élevée au début des années 70. Mais aujourd'hui, je vais un peu vous rassurer, on parle des risques d'apparition de la stagflation. Il s'agit de stagflation, pas d'inflation, ces notions diffèrent. Et ici, je vais vous citer Reuters à ce sujet. Si les États-Unis dépendent aujourd'hui moins de la situation sur le marché mondial, on ne peut pas en dire autant de nombreux pays d'Asie et d'Europe. L'Asie est le plus grand consommateur mondial de pétrole importé, achète 60% de son pétrole et de ses matières premières pétrochimiques au Moyen-Orient. Et le Japon, par exemple, en dépend à 95%, après avoir cessé ses achats auprès de la Russie suite à son invasion de l'Ukraine. Remplacer ces approvisionnements par du pétrole provenant d'autres régions est difficile, voire impossible. Ainsi, le pétrole brut provenant d'Afrique de l'Ouest et des Amériques met 1 mois et demi à 2 mois pour arriver en Chine, ce qui signifie que les commandes doivent être passées 3 mois à l'avance. Pendant ce temps, la livraison depuis le Moyen-Orient prend environ 25 jours. Il est également important de se rappeler que les types de pétrole brut provenant de différentes régions ont tout de même une composition différente. Les raffineries asiatiques sont principalement configurées pour le pétrole du Moyen-Orient. Certains pays ne peuvent remplacer que de petits volumes. En d'autres termes, il n'est tout simplement pas possible de remplacer même une petite partie des quelques 16 millions de barils de pétrole du Moyen-Orient envoyés chaque jour en Asie par des livraisons provenant des pays du bassin atlantique. Pour cela, il faudrait adapter les raffineries pour traiter de nouveaux types de pétrole. D'ailleurs, la Chine est relativement en sécurité aujourd'hui, car ses réserves sont estimées, selon les estimations les plus modestes, à 1,2 milliard de barils. Cela suffirait à couvrir environ 200 jours d'importation. En d'autres termes, la Chine peut rester tranquille et sans inquiétude plus de la moitié de l'année. Mais la situation est-elle vraiment sans espoir ? Bien sûr que non. Il existe des possibilités de surmonter partiellement le blocus du Golfe Persique. Et il y a déjà des signes que la sortie de crise commence doucement, même si le détroit d'Ormuz peut rester fermé. Après les années 70, l'Arabie saoudite a construit un oléoduc depuis sa côte est sur le Golfe Persique, jusqu'à la côte ouest sur la mer Rouge, justement pour un cas comme celui d'aujourd'hui. Autrement dit, il comprenait tôt que la situation pouvait empirer. L'Iran est devenu peu fiable après cette révolution. C'est pourquoi il vaut mieux se protéger et ne pas dépendre d'une seule route d'acheminement du pétrole. Il est impossible de transporter tout le volume des exportations saoudiennes par cet oléoduc, mais cela peut fortement atténuer la pénurie. Autrement dit, la capacité du pipeline est de 5 millions de barils par jour. La capacité, en effet. Et puisque l'Arabie saoudite exporte 7 millions de barils, il y a donc des pertes, mais elles ne sont pas si critiques. Et voici le premier résultat. Dimanche, la compagnie d'État Saudi Aramco chargeait 3 superpétroliers. Un superpétrolier, c'est celui qui peut transporter plus de UX millions de barils. Donc, elle chargeait ces 3 superpétroliers dans les terminaux de la mer Rouge. Ce qui indique clairement qu'une partie du pétrole est déjà acheminée par oléoduc. Les Émirats arabes unis disposent également d'un oléoduc d'une capacité de 1,5 million de barils par jour, qui contourne le détroit d'Ormuz jusqu'au golfe d'Oman, d'où la route vers la haute mer est libre. La compagnie d'État d'Abu Dhabi a également commencé à charger des superpétroliers là-bas. En bref, les Émirats et l'Arabie saoudite ont tiré des leçons des années 70 et ont construit des oléoducs. Avant la guerre, environ 50 navires traversaient quotidiennement le détroit d'Ormuz dans chaque direction, dont environ les 2 tiers étaient des pétroliers transportant du pétrole brut, des produits grands pétroliers ou du gaz liquéfié. Actuellement, seuls quelques navires passent. De plus, le détroit ne sert pas seulement à transporter du pétrole, mais aussi de nombreuses autres matières premières. Des engrais pour les pays de la région à l'aluminium pour d'autres marchés. Enfin, j'aimerais ajouter une pensée importante. Les attaques de l'Iran contre les infrastructures énergétiques des pays arabes voisins et la navigation semblent être une tentative désespérée de rendre la guerre si douloureuse pour l'économie des États-Unis et de leurs alliés que Trump fasse des concessions. Exactement de la même manière,
En 2022, la Russie a agi en réduisant ses livraisons de gaz, dans le but de pousser les pays européens à cesser de soutenir l'Ukraine. En 6 mois, lors de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine, la Russie a artificiellement créé une pénurie de gaz en Europe, afin de faire chanter l'Europe pour qu'elle cesse de soutenir l'Ukraine. L'essence de tous les régimes dictatoriaux est la même. Alors que les pays civilisés, lorsqu'ils déclenchent une guerre, frappent le régime, frappent le pouvoir, frappent les installations militaires. Les dictateurs comme Vladimir Poutine ou maintenant Mojtaba Khamenei frappent les gens ordinaires, afin de faire souffrir le plus grand nombre de personnes possible, pour que ces gens fassent ensuite pression sur leurs autorités et ainsi les poussent à faire des concessions. Et tout cela pour la survie même du régime. Ils se moquent complètement des gens. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube. Grâce à votre don ou à un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou bien en utilisant le code QR qui s'affiche sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.